Et ce soir, après Arthur et Gabriel, c'est Clément qui vient partager ses recherches avec nous. Il aborde ce soir la troisième partie de sa brève histoire du libéralisme économique, qui en a donc 4. Avez-vous lu? Il me fait la grimace, il n'y a pas 4 parties? Si, bon. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bon, partager mes recherches, là c'est pas en lien direct avec mes recherches, mais bon, en tout cas c'est des réflexions qui sont liées à l'économie, je suis d'accord. Bon, alors, depuis maintenant 2 ans, non, je rigole, depuis 2 mois, du coup, je vous propose une brève histoire du libéralisme économique, qui sera peut-être en 4 parties. Et jusqu'à présent, nous sommes intéressés à quoi? Donc, premièrement, à la définition du concept de libéralisme, et tout particulièrement de libéralisme économique. Je vous rappelle brièvement que selon ces théoriciens, à partir du moment où un certain nombre de droits et libertés et libertés fondamentales sont assurées, telles que le droit de propriété, la libre concurrence et la liberté d'entreprendre, il suffit à chacun de poursuivre son intérêt personnel pour que le système économique fonctionne du mieux possible. Le libéralisme économique, donc, se fonde sur la conviction d'un ordre économique naturel et spontané, indépendant des autres sphères de la vie sociale. Je sens que ça va être dur aujourd'hui. Toutefois, comme nous avons pu le voir la dernière fois, la réflexion économique fut pendant très longtemps assujettie à des considérations d'ordre moral et politique. Et alors, pour que l'économie s'émancipe pleinement, il a fallu que celle-ci se dote d'une cohérence interne. Et c'est pourquoi l'objectif de ma chronique de jour est de vous présenter brièvement les pensées essentielles qui, de la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, je vous avais dit que ça serait difficile, ont permis de faire de l'économie un ordre naturel et spontané, indépendant de la morale et de la politique. Commençons par un premier penseur phare du libéralisme économique qui est John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle qui, dans ses 2 traités du gouvernement civil, a mis l'accent sur la notion de propriété. Et l'auteur va montrer que les actions des individus relèvent intégralement de leur volonté propre et ne doivent pas être assujetties à un ordre extérieur, politique ou religieux, par exemple. Selon Locke, donc, Dieu a créé l'homme pour que ce dernier s'approprie quoi? Les choses de ce monde. Donc, à l'état de nature, état antérieur à l'apparition des institutions politiques, l'homme étant libre de son action, les choses de ce monde, par son travail, deviennent donc sa propriété. Donc, en définitive, les individus sont libres de s'approprier ce qui résulte du fruit de leur travail. Et dans l'état de nature, la propriété privée d'un individu sur une chose provient donc du travail effectué en vue de l'obtenir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on voit? Première étape de notre pensée, c'est que dans la pensée de Locke, l'ordre économique préexiste à l'ordre politique, et ce dernier n'étant que la conséquence du premier. Après Locke, sacralisant donc le droit de propriété et l'antériorité de la sphère économique sur le politique, passons à François Quesnay et les physiocrates. Juste pour rappel, la physiocratie vient du grec physis, nature, et kratos, pouvoir, donc en gros, en résumé, le gouvernement de la nature. Et la physiocratie est un courant de pensée économique et politique du XVIIIe siècle, principalement donc français, et qui se fonde sur le développement économique, principalement de l'agriculture, et prône la liberté du commerce et de l'industrie. Son penseur phare, François Quesnay, médecin et économiste français, est le premier dans son ouvrage Tableau économique à concevoir l'économie comme un tout cohérent, disposant de ses propres relations logiques, donc de ses propres lois. Ici, l'économie, à l'image de la nature, obéit à ses propres déterminismes. Il convient donc de laisser agir pleinement la sphère économique pour permettre un fonctionnement harmonieux de celle-ci. Je vais y arriver. Pour Quesnay, et à la différence du mercantilisme, l'État ne doit donc pas intervenir dans le fonctionnement de l'économie au risque de perturber sa propre dynamique interne. Donc, qu'est-ce que l'on voit avec les physiocrates? C'est que cette fois-ci, la conception de l'économie est vue donc comme une composante de la réalité sociale disposant de ses propres règles, de ses propres lois. Troisième étape et avant-dernière étape, celle de Bernard de Mandeville et sa fameuse fable des abeilles. Juste pour rappel, Bernard de Mandeville est un écrivain hollandais et donc qui a écrit en 1705 cette fameuse fable qui s'appelle la fable des abeilles. Pour l'auteur,
donc Bernard de Mandeville, la sphère économique est non seulement dotée de sa propre morale, mais celle-ci, et c'est le plus important, est la seule à être en accord véritable avec la nature humaine des hommes. Il s'agit en effet du seul domaine des activités humaines où les passions réprimées par la morale traditionnelle, que sont l'égoïsme, l'orgueil, le matérialisme par exemple, ont des effets positifs pour l'ensemble de la société. Ce n'est donc pas en cherchant à agir dans le sens de l'intérêt commun que les individus favorisent le bien public, mais au contraire, c'est en agissant dans leurs propres intérêts que ceux-ci concourent au bien commun. Donc pour Mandeville, la société ne constitue qu'un simple vecteur des différentes motivations égoïstes des individus qui, par le jeu d'une harmonie naturelle des intérêts, qui deviendra la théorie de la main invisible chez Adam Smith, va aboutir au bien-être collectif. Les individus ne forment donc une société que dans la mesure où celle-ci permet la satisfaction de leurs besoins matériels. Donc moralité, chez Mandeville, étape supplémentaire dans l'émancipation de l'économie vis-à-vis du politique et de la morale, Mandeville sacre véritablement une indépendance des questions économiques vis-à-vis de la morale. Et pour terminer, Adam Smith, le plus connu certainement de tous les penseurs du libéralisme économique du XVIIIe siècle, donc qui est un philosophe et économiste donc, écossais du XVIIIe et qui est surtout connu pour la rédaction de 12 ouvrages très célèbres. Le premier, La théorie des sentiments moraux, et le deuxième, La recherche sur les causes, sur la nature et les causes de la richesse de la nation. Tout l'intérêt d'Adam Smith, c'est que finalement, il va condenser dans sa pensée économique l'ensemble des héritages précédents que je vous ai mentionnés, en vue d'aboutir à une réflexion économique affranchie de toute considération d'ordre moral ou politique. En effet, dans sa pensée, on peut discerner la triple influence suivante, celle de Locke, dans l'importance accordée à la valeur travail, pour fonder la valeur des choses, celle de François Quesnay des physiocrates, dans sa conception d'un ordre économique disposant de ses propres lois, et celle de Mandeville, dans la conception de l'ordre social, spécifique dans un ordre social régi par une sorte d'harmonie naturelle des intérêts individuels. Donc, cette émancipation progressive de la pensée économique, des autres dimensions de la réalité sociale, ne sera pas sans conséquences historiques, dans la mesure où le XIXe siècle verra apparaître un système économique bien spécifique à l'histoire du capitalisme des sociétés occidentales, à savoir l'économie de marché, qui, en lien direct avec les pensées que nous avons pu voir aujourd'hui, posant les bases du libéralisme économique, se fonde sur l'idée d'une autorégulation de l'économie. Et c'est précisément ce que l'on verra dans la 4e partie de notre très brève histoire du libéralisme économique. Dans la 3e partie était assez difficile aujourd'hui, et je vous laisse, très rapidement, sur un groupe de métal français, cette fois-ci, qui s'appelle Heads, et qui, une fois n'est pas coutume, a une demoiselle au chant. Voilà. Je crois que j'en ai jamais autant chier qu'aujourd'hui.